L'Empire ottoman se distingue dans l'histoire comme l'une des civilisations les plus influentes et les plus durables. Reconnu pour sa puissance militaire redoutable, ses réalisations culturelles magnifiques et parfois pour une brutalité qui aujourd'hui semble alarmante. L'un des aspects les plus intrigants et perturbants de son héritage est la variété des méthodes de punition qu'il employait pendant son long règne. Bien que ces punitions puissent sembler inhumaines selon les normes modernes, elles étaient des pratiques courantes dans de nombreux empires anciens. Ces méthodes visaient non seulement à punir les délinquants, mais aussi à dissuader les autres de commettre des crimes similaires, consolidant ainsi l'autorité du sultan et maintenant l'ordre social. Quelles étaient ces méthodes et quel impact ont-elles eu sur la société ottomane? L'Empire ottoman. L'Empire ottoman a été l'une des civilisations les plus durables et expansives de l'histoire, existant de la fin du XIIIe siècle au début du XXe siècle. Fondé par des tribus turques sous la direction d'Osman Ier, l'Empire s'est rapidement étendu, couvrant de vastes régions de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Sa capitale, Istanbul, est devenue un centre commercial, culturel et politique, consolidant l'influence ottomane à travers plusieurs continents. La structure politique de l'Empire ottoman se caractérisait par un système centralisé de gouvernement sous le sultan qui exerçait un contrôle absolu, soutenu par une bureaucratie efficace et une armée puissante. Cette centralisation du pouvoir permettait à l'Empire de maintenir la cohésion à travers ses vastes territoires, mais elle favorisait également une administration rigide et parfois impitoyable pour assurer l'obéissance et la stabilité. La brutalité de l'Empire ottoman peut être attribuée à plusieurs facteurs historiques et sociopolitiques. La menace constante des rébellions internes et la résistance des populations diverses et multifacettes ont forcé les Ottomans à adopter des tactiques sévères pour maintenir l'ordre et l'autorité. De plus, la compétition avec d'autres empires contemporains, tels que l'Empire des Habsbourg et les puissances européennes, a accentué la nécessité de démontrer la force militaire et politique par des méthodes strictes et parfois brutales. La diversité ethnique et religieuse au sein de l'Empire a également joué un rôle crucial dans son approche autoritaire. La nécessité de gérer et de contrôler plusieurs groupes aux cultures et croyances différentes a conduit à la mise en place de mesures strictes pour prévenir les dissidences et assurer la loyauté envers le sultan. Cet environnement de contrôle rigide et de réponses sévères à l'opposition a contribué à la réputation de brutalité qui caractérise l'Empire ottoman dans l'histoire. Décapitation dans l'Empire ottoman, un symbole de pouvoir et de contrôle. La décapitation était l'une des méthodes d'exécution les plus couramment utilisées et les plus notoires dans l'Empire ottoman, réservée à une variété de crimes graves, notamment ceux qui représentaient une menace directe pour l'État ou des actes de trahison sévères. Cette punition non seulement éliminait physiquement le délinquant, mais servait également d'outil puissant pour maintenir le contrôle et l'autorité au sein de l'Empire. Les décapitations étaient effectuées d'un coup rapide de l'épée ou de la hache, démontrant l'efficacité du système judiciaire ottoman dans l'administration rapide et décisive de la justice. Ces actes étaient réalisés sur les places publiques, devenant des spectacles qui attiraient de grandes foules. La présence de la population lors de ces exécutions avait un impact profond sur la société ottomane, servant de rappel visible des conséquences de défier l'autorité établie. Un cas notable de cette méthode de punition fut celui de Sheikh Bedreddin en 1420. Bedreddin, un ancien juge ottoman et mystique, mena une rébellion contre le sultan Mehmed Ier, promouvant des réformes sociales et économiques qui résonnaient auprès des paysans et des secteurs mécontents de la société. Son mouvement représentait une menace directe pour la stabilité et l'autorité de l'État ottoman. Après la défaite de ses troupes, Bedreddin fut capturé et amené devant le sultan. Malgré son statut de savant religieux et d'ancien juge, les autorités ottomanes considérèrent ses actions comme un acte de trahison grave qui ne pouvait être ignoré. Sa décapitation dans la ville de Cérès, actuellement Sers en Grèce, fut réalisée publiquement, servant de moyen de dissuasion tangible pour ceux qui envisageraient de défier le pouvoir ottoman. L'exécution publique de Bedreddin ne se contenta pas d'éliminer un chef rebelle, elle renforça également la perception du sultan comme une figure de pouvoir absolue et inébranlable. En assistant à la mort de Bedreddin, de nombreux potentiels rebelles furent dissuadés de se soulever contre l'État, redoutant les graves conséquences qui les attendaient. De plus,
L'affichage des têtes condamnées, soit comme trophée, soit comme preuve de victoire, renforçait l'image d'une armée ottomane invincible et impitoyable. Cette pratique démoralisait non seulement l'ennemi, mais solidifiait également la réputation de l'Empire en tant que force militaire redoutable. Ainsi, la décapitation n'était pas simplement un moyen de punition, mais une stratégie multifacette que l'Empire ottoman utilisait pour maintenir l'ordre, démontrer son pouvoir et dissuader toute forme de résistance. Cette méthode, bien que brutale, reflétait les priorités de l'Empire en matière de consolidation du pouvoir et de stabilité sociale, des aspects cruciaux pour la survie et l'expansion d'une entité aussi vaste et diversifiée. Falaka dans l'Empire ottoman, discipline par la douleur. La falaka, une méthode de punition corporelle, était largement utilisée dans l'Empire ottoman comme un outil pour discipliner les soldats, les esclaves et même les étudiants. Cette punition consistait à frapper les plantes des pieds avec une barre ou un bâton, infligeant une douleur intense qui pouvait rendre la victime incapable de marcher pendant plusieurs jours. Bien qu'à première vue, la falaka puisse sembler moins sévère comparée à d'autres méthodes de punition utilisées par l'Empire, son efficacité résidait dans sa capacité à causer une souffrance significative sans laisser de cicatrices visibles à long terme. La falaka était souvent administrée en public, amplifiant ainsi son effet dissuasif. Le nombre de coups variait en fonction de la gravité de l'infraction, permettant aux autorités d'ajuster la punition proportionnellement au crime commis. La visibilité de cette punition dans les espaces publics ne punissait pas seulement l'individu, mais envoyait également un message clair à la communauté sur les conséquences de défier l'autorité établie. Cette approche publique garantissait que la peur de la punition agisse comme un moyen de dissuasion efficace, maintenant l'ordre tant dans l'armée que dans la société en général. Le but principal de la falaka était double. D'une part, servir de moyen de discipline stricte au sein des rangs militaires, et d'autre part, maintenir le contrôle social dans une société aussi diverse et vaste que l'Empire ottoman. En infligeant de la douleur sans causer de dommages permanents, la falaka permettait aux autorités de faire respecter la discipline sans laisser de marques physiques pouvant devenir des symboles de résistance ou de mécontentement. Cet équilibre entre sévérité et temporarité faisait de la falaka un outil idéal pour maintenir la cohésion et l'obéissance sans engendrer de ressentiment à long terme. L'impact de la falaka sur les individus était profond. Les victimes ne souffrirent pas seulement de douleurs physiques immédiates, mais subissaient également une humiliation publique qui affectait leur statut social et leur dignité personnelle. L'incapacité temporaire de marcher servait de rappel constant de leurs transgressions, les incitant à adhérer aux normes établies pour éviter toute future punition. Socialement, la présence visible de la falaka renforçait l'autorité de l'État et du sultan, garantissant que la population était consciente des conséquences de tout comportement déviant. L'arracher des yeux dans l'Empire ottoman, une punition terrifiante. L'arracher des yeux était l'une des méthodes de punition les plus terrifiantes utilisées dans l'Empire ottoman, réservée à ceux qui commettaient des crimes graves contre l'État, tels que la trahison ou l'espionnage. Cette punition visait non seulement à incapaciter physiquement l'infracteur, mais servait également d'avertissement public pour dissuader les autres de commettre des crimes similaires. Selon les récits d'Evliya Çelebi, un voyageur et chroniqueur ottoman notable, l'arracher des yeux était souvent pratiqué sur les places publiques, transformant l'exécution en un spectacle destiné à choquer la population. La personne condamnée était immobilisée et ses yeux étaient enlevés à l'aide d'instruments tranchants, dans un acte qui la laissait totalement impuissante. Cette méthode de punition privait non seulement l'infracteur de sa capacité à voir, mais symbolisait également son exclusion totale de la société et son incapacité à participer pleinement à la vie communautaire. L'acte d'arracher les yeux avait un impact symbolique profond. Dans une société où la vision et la perception étaient essentielles à la participation active à la communauté, la perte de la vue représentait une condamnation sociale et personnelle bien plus sévère que la mort. Cette punition supprimait toute possibilité de réintégration dans la société, marquant l'individu à vie comme un traître et un paria. De plus, la brutalité de cette punition renforçait l'autorité du sultan et des institutions de l'État, démontrant qu'aucune transgression ne resterait impunie. L'exécution publique servait de rappel constant du pouvoir de l'État et des graves conséquences de défier son autorité.
bien que les archives spécifiques des individus ayant subi cette punition soient rares, la mention de figures comme Cheikh Bedreddin met en évidence la gravité avec laquelle l'Empire ottoman traitait ses opposants les plus dangereux. Bedreddin, bien qu'il soit principalement connu pour sa décapitation, représente le type de figure qui aurait également pu être soumis à des punitions corporelles sévères, comme l'arracher des yeux dans des cas extrêmes. Pendu dans l'Empire ottoman, exécution publique. Le pendu était l'une des méthodes d'exécution les plus courantes et les plus largement utilisées dans l'Empire ottoman, réservée aux crimes graves tels que le meurtre, le vol et la rébellion. Cette punition n'avait pas seulement un but rétributif, mais servait également de puissant outil de dissuasion et de contrôle social, consolidant l'autorité du sultan et maintenant l'ordre dans un empire vaste et diversifié. Le pendu dans l'Empire ottoman était généralement exécuté dans des espaces publics tels que les grandes places des villes, afin de maximiser son impact et de servir d'exemple à la population. La méthode standard consistait à utiliser une corde ou un poteau en fonction de la gravité du crime et des circonstances spécifiques. Dans certains cas, des variantes plus brutales étaient employées, telles que l'utilisation de crochets ou de poteaux spéciaux, ce qui prolongeait la souffrance de la victime, augmentant ainsi l'effet dissuasif de la punition. L'exécution publique du pendu avait un profond effet psychologique sur la société ottomane. En assistant à la mort d'une personne condamnée, la population intériorisait les graves conséquences de défier les lois et l'autorité de l'État. Ce spectacle ne punissait pas seulement l'infracteur, mais créait également une atmosphère de peur et de respect pour les institutions judiciaires et le sultan. La visibilité de ces punitions renforçait la perception d'un pouvoir d'État invulnérable et impitoyable, essentiel pour maintenir la cohésion sociale dans un empire à la population diverse et complexe. Pendant les rébellions Djellali au XVIe et XVIIe siècle, de nombreux chefs rebelles furent pendus publiquement pour supprimer l'insurrection et dissuader de futures rébellions. Les hauts fonctionnaires et les responsables ayant commis des actes de trahison ou de corruption étaient souvent pendus pour démontrer qu'aucune personne en position de pouvoir n'était exemptée de punition. Ces cas reflètent comment le pendu était stratégiquement utilisé pour maintenir l'ordre et l'autorité, garantissant que les conséquences de défier l'État étaient claires et sévères. L'usage du pendu avait des répercussions sociales et politiques profondes. En exécutant des individus éminents et ceux représentant des menaces importantes, le sultan réaffirmait son autorité et montrait qu'aucune transgression ne resterait impunie. Ce type de punition servait à prévenir les rébellions futures et à maintenir l'ordre social, garantissant que la population comprenait les graves conséquences de défier les lois de l'État. De plus, l'affichage des têtes des condamnés comme trophée ou preuve de victoire renforçait la réputation de l'armée ottomane comme une force militaire redoutable et impitoyable. Ce symbole démoralisait non seulement l'ennemi, mais consolidait également l'image de l'Empire comme une entité invincible, capable d'imposer sa volonté sans pitié. Amputation dans l'Empire ottoman, punition corporelle. L'amputation, en particulier des mains ou des pieds, était l'une des punitions corporelles les plus sévères utilisées dans l'Empire ottoman. Elle était principalement réservée aux voleurs et à ceux qui commettaient des actes de rébellion. Cette punition n'avait pas seulement un impact physique dévastateur, mais servait également de puissant symbole de contrôle et de dissuasion sociale. L'amputation dans l'Empire ottoman était exécutée dans des lieux publics, tels que des marchés ou des places publiques, afin de maximiser son effet dissuasif. La personne condamnée, qu'il s'agisse d'un voleur récidiviste ou d'un rebelle, était amenée devant une foule avant de subir l'amputation d'une main ou d'un pied. Cet acte public soulignait la gravité du crime et renforçait les lourdes conséquences de la violation de la loi. Le processus d'amputation était rapide et efficace, effectué par des officiers formés pour minimiser la souffrance prolongée de la victime. Cependant, la visibilité de la punition et l'humiliation publique ajoutaient une couche supplémentaire de punition psychologique, garantissant que l'acte servait d'exemple pour les autres. L'amputation servait un double objectif: incapaciter physiquement l'infracteur et envoyer un message clair à la société. En privant définitivement un individu d'un membre, l'État ottoman éliminait sa capacité à commettre de futurs crimes, en particulier ceux liés au vol ou à la rébellion. De plus, la perte d'une main ou d'un pied était perçue comme une marque permanente de déshonneur et d'échec,
affectant le statut social et la dignité personnelle de l'individu. La vue d'un voleur avec une main manquante dans un marché ou une place publique servait de rappel constant des conséquences de défier les lois de l'État. Cette méthode de punition visait non seulement à réhabiliter l'infracteur par la douleur et l'incapacité, mais aussi à maintenir l'ordre social par la peur et la dissuasion. Bien que les archives spécifiques des individus ayant subi des amputations dans l'Empire ottoman soient limitées, il existe des mentions dans les chroniques et les récits historiques illustrant la prévalence et la sévérité de cette punition. Par exemple, pendant diverses révoltes internes, les leaders et les participants clés étaient soumis à des amputations pour supprimer leur capacité à mener de futures insurrections et comme punition pour avoir défié le sultan. Dans les zones urbaines et commerciales, l'amputation des mains était une pratique courante pour ceux surpris en train de voler ou de frauder, garantissant qu'ils ne pouvaient pas commettre d'autres crimes et servant d'avertissement pour les autres marchands et citoyens. Ces pratiques reflètent une administration judiciaire qui privilégiait la prévention et le contrôle plutôt que la réhabilitation, utilisant la punition corporelle comme un outil efficace pour maintenir la cohésion et l'ordre dans un empire vaste et culturellement diversifié. Émasculation dans l'Empire ottoman, une punition extrême. L'émasculation, qui consiste en l'ablation des organes génitaux masculins, était l'une des punitions les plus sévères de l'Empire ottoman. Utilisée principalement comme une répression politique ou pour punir des crimes sexuels graves, cette méthode visait à priver l'individu de sa masculinité et de son statut social. En privant définitivement un homme d'une partie aussi essentielle de son corps, les autorités ottomanes cherchaient à l'incapaciter physiquement pour de futurs actes criminels, tout en le stigmatisant socialement. Cette punition était appliquée aux individus considérés comme une menace directe à l'ordre établi, tels que les traîtres, les chefs rebelles ou les criminels de haut niveau. L'émasculation n'avait pas seulement des conséquences physiques dévastatrices, mais elle représentait également une humiliation publique qui affectait profondément la dignité et l'honneur du condamné dans une société profondément patriarcale. Les archives sur l'émasculation sont rares, mais elle est mentionnée dans des chroniques comme celle d'Evliya Çelebi, qui décrivent des cas où cette punition était appliquée à des opposants politiques et à des criminels de haut rang. La brutalité de cette méthode reflétait la détermination de l'Empire ottoman à maintenir son autorité et son contrôle en éliminant physiquement et symboliquement ses ennemis. Contrairement à d'autres punitions corporelles qui pouvaient avoir des effets temporaires, l'émasculation avait des conséquences permanentes, garantissant que l'individu ne pouvait pas se réintégrer pleinement dans la société, ni perpétuer sa lignée. Cette punition extrême souligne la rigidité et la sévérité du système judiciaire ottoman, où la loyauté et le respect des lois impériales étaient essentiels à la stabilité de l'Empire. Empalement dans l'Empire ottoman, une méthode de terreur. L'empalement était l'une des méthodes d'exécution les plus infâmes et horribles utilisées dans l'Empire ottoman. Cette punition consistait à empaler le corps de la victime avec un pieu pointu, généralement en commençant par le rectum et en sortant par la bouche ou la poitrine, entraînant une mort lente et torturante qui pouvait durer des heures, voire des jours. Cette méthode était réservée aux crimes les plus horribles, tels que la trahison, les rébellions et les meurtres de haut niveau. Bien que Vlad l'Empaleur soit la figure la plus célèbre associée à cette pratique, les Ottomans l'utilisaient également comme un outil de terreur pour maintenir le contrôle et supprimer les résistances dans les territoires conquis. Les exécutions étaient réalisées dans des lieux stratégiques et visibles, comme les places publiques ou les frontières de l'Empire, pour maximiser leur effet dissuasif et servir de message clair sur le pouvoir implacable de l'État. L'empalement non seulement éliminait l'offenseur de manière brutale, mais avait aussi un impact psychologique profond sur la population. La visibilité de cette punition extrême renforçait la perception de l'Empire ottoman comme une force militaire redoutable et sans pitié, capable d'imposer sa volonté sans compassion. Cette méthode servait à démoraliser les ennemis et à dissuader les opposants potentiels de défier l'autorité de l'État. Devshirme dans l'Empire ottoman. Recrutement forcé de jeunes. Le devshirme était une pratique centrale de l'Empire ottoman, visant à recruter des jeunes chrétiens des provinces conquises pour servir dans l'administration et l'armée de l'Empire. Mis en place du XIVe au XVIIe siècle, ce système consistait à extraire de force des enfants, généralement âgés de 8 à 18 ans, de leur famille, dans des territoires comme les Balkans.
Ces enfants étaient convertis à l'islam et soumis à un entraînement rigoureux militaire et administratif, les préparant à devenir des janissaires, l'élite militaire ottomane ou des fonctionnaires du gouvernement. Le processus de devshirme commençait par la collecte d'enfants pendant des saisons spécifiques, généralement en automne. Les officiers impériaux sélectionnaient les enfants physiquement les plus forts et ayant un potentiel pour servir l'État. Contrairement à d'autres systèmes de recrutement forcé, le devshirme visait à créer une force loyaliste directement liée au sultan, car ces jeunes recrues n'avaient aucun lien familial à l'intérieur de l'Empire qui pourrait contester leur loyauté. Pour les enfants recrutés, le devshirme représentait une séparation brutale d'avec leurs familles et leurs communautés. Bien que cette pratique offrait des opportunités d'avancement social et d'éducation, la réalité était que beaucoup enduraient des conditions extrêmement dures pendant leur formation. L'absence de liberté personnelle et les épreuves physiques et mentales étaient courantes, garantissant que ces jeunes devenaient des soldats disciplinés et des administrateurs efficaces. Le devshirme jouait un rôle crucial dans la consolidation du pouvoir ottoman, créant une classe militaire et administrative élite qui dépendait exclusivement du sultan. Cela renforçait non seulement la structure de l'Empire, mais minimisait également les risques de loyauté divisés entre les différentes factions religieuses et ethniques. Cependant, cette pratique générait également du ressentiment parmi les populations chrétiennes, contribuant aux tensions sociales et culturelles dans les provinces ottomanes. Bien que le devshirme ait été aboli au XVIIe siècle, son héritage perdure comme l'une des pratiques les plus controversées et significatives de l'Empire ottoman. Il représente une combinaison d'efficacité administrative et de brutalité coercitive, reflétant la complexité du système impérial ottoman et sa manière de maintenir le contrôle et la loyauté dans un empire vaste et diversifié. La répression des révoltes, Djellali, la brutalité au cœur de l'Empire ottoman. L'une des confrontations les plus brutales de l'histoire de l'Empire ottoman fut la révolte des Djellali, une série de soulèvements survenus entre le XVIe et le XVIIe siècle. Ces révoltes prenaient principalement naissance en Anatolie et étaient une réponse aux conditions économiques défavorables, à la corruption administrative et à l'oppression sociale. Les leaders de ces soulèvements, appelés les Djellali, cherchaient à réformer le système impérial et à améliorer les conditions de vie des paysans et commerçants locaux. Les révoltes Djellali furent nombreuses et prolongées, s'étendant sur plusieurs décennies et régions de l'Empire. Des facteurs tels que l'inflation, les mauvaises récoltes, la pression fiscale et l'inefficacité administrative ont contribué à un mécontentement généralisé. Les Djellali s'organisèrent en milices locales qui défièrent l'autorité centrale, créant ainsi un défi majeur pour le sultan et ses forces militaires. Pour réprimer ces révoltes, l'Empire ottoman déploya une réponse militaire et judiciaire extrêmement sévère, reflétant la détermination de l'État à maintenir le contrôle et la stabilité. Les dirigeants les plus en vue des Djellali furent décapités publiquement, une pratique non seulement destinée à éliminer les principaux organisateurs des soulèvements, mais aussi à servir d'avertissement visible aux autres insurgés potentiels. Ces décapitations, effectuées sur des places publiques, représentaient le sultan et ses fonctionnaires comme des figures de pouvoir absolu, dissuadant la population de défier l'autorité établie. En plus des décapitations, les combattants capturés étaient soumis à des amputations de mains ou de pieds. Cette punition physique visait à incapaciter définitivement les rebelles, les empêchant de participer à de futurs soulèvements ou activités militaires contre l'Empire. Les amputations, effectuées publiquement, soulignaient la gravité de l'offense et renforçaient le message que toute forme de résistance serait brutalement punie. Les pendaisons publiques étaient également une tactique courante utilisée pendant la répression des révoltes Djellali. De nombreux rebelles étaient exécutés dans des lieux visibles tels que les marchés et les places publiques, ce qui non seulement punissait les individus, mais cherchait aussi à instiller la peur dans la population générale. Ces exécutions de masse visaient à dissuader toute tentative future d'insurrection, montrant les graves conséquences de la défiance envers les lois impériales. De plus, la falaka, ou flagellation, était utilisée pour punir ceux qui avaient collaboré avec les soulèvements ou pour discipliner les prisonniers. Cette méthode infligeait une douleur physique intense sans laisser de cicatrices permanentes, maintenant ainsi l'apparence d'un système judiciaire qui cherchait à punir sans causer de dommages irréversibles. La falaka était parfois appliquée publiquement, augmentant l'impact psychologique de la punition
et renforçant le contrôle de l'État sur la population. La brutalité employée dans la répression des révoltes Gélali eut des répercussions durables sur la société ottomane. Bien que ces tactiques aient réussi à réprimer les soulèvements et à réaffirmer l'autorité centrale, elles ont également généré un profond ressentiment et une méfiance à l'égard du gouvernement. Ce ressentiment exacerba les tensions sociales et économiques, contribuant à un cycle continu de mécontentement et de résistance au sein de l'Empire. Le génocide arménien, l'expression ultime de la brutalité dans l'Empire ottoman. Le génocide arménien est l'un des épisodes les plus sombres et les plus brutalement efficaces de l'histoire de l'Empire ottoman. Entre 1915 et 1923, environ 1,5 million d'Arméniens furent exterminés systématiquement par une série de méthodes extrêmement violentes. Ce génocide ne reflète pas seulement la capacité de l'Empire à infliger une souffrance massive, mais aussi l'application extrême de la torture et des méthodes d'extermination comme outil de contrôle politique et social. Pour comprendre l'ampleur du génocide arménien, il est essentiel de le situer dans le contexte historique de l'Empire ottoman au début du XXe siècle. L'Empire, qui avait été l'une des puissances les plus redoutables et les plus durables du monde, était en déclin. Les tensions ethniques et religieuses internes, combinées aux pressions extérieures exercées par les puissances alliées pendant la Première Guerre mondiale, créaient un environnement instable. Les Arméniens, minorité chrétienne au sein d'un empire majoritairement musulman, occupaient une position économique et sociale de premier plan, ce qui suscitait l'envie et le ressentiment de certains secteurs ottomans. Le génocide débuta dans le contexte de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Empire ottoman se retrouva militairement affaibli et politiquement vulnérable. En avril 1915, le gouvernement ottoman ordonna l'arrestation et la déportation des dirigeants arméniens, marquant ainsi le début d'une campagne d'extermination systématique. Les autorités ottomanes justifièrent ces actions en prétendant que les Arméniens représentaient une menace interne en collaborant avec les ennemis de l'Empire, en particulier les puissances russes. Le génocide fut mené à travers une combinaison de déportations forcées, de marches de la mort, de massacres de masse, de famines, de maladies et de travail forcé. Chacune de ces méthodes visait à éliminer de manière efficace et systématique la population arménienne. L'une des principales méthodes utilisées fut la déportation forcée. Les Arméniens furent arrachés à leur foyer et envoyés dans de longues marches à travers des territoires inhospitaliers, comme le désert syrien. Ces déportations étaient accompagnées de marches de la mort, au cours desquelles des milliers d'Arméniens moururent à cause de l'exposition, du manque de nourriture et d'eau, et des attaques constantes de bandes armées. Les conditions extrêmes de ces marches firent en sorte qu'une grande partie de la population déportée périt avant d'atteindre leur destination. Les massacres de masse furent une autre méthode brutale employée pendant le génocide. À plusieurs reprises, les forces ottomanes procédèrent à des tueries indiscriminées d'Arméniens dans des villes et des villages. Un exemple tristement célèbre est le massacre de Maraş en 1915, où des dizaines de milliers d'Arméniens furent brutalement tués par les soldats ottomans et les milices locales. Ces massacres non seulement décimèrent la population arménienne, mais instillèrent également la terreur chez les survivants, démantelant toute résistance organisée. De nombreux Arméniens furent envoyés dans des camps de concentration où ils durent faire face à des conditions inhumaines. Ces camps, situés dans des zones désertiques et reculées, manquaient de nourriture, d'eau potable et de soins médicaux, ce qui entraîna un taux de mortalité élevé. Enfermer les gens dans ces camps éliminait non seulement physiquement les individus, mais brisait aussi leur esprit et leur volonté de survivre. Outre les déportations et les massacres, les survivants du génocide furent souvent contraints à des travaux forcés dans des conditions extrêmes. Ils étaient envoyés dans des travaux publics, des mines et d'autres tâches épuisantes, entraînant des taux élevés de maladies et de décès. L'exploitation du travail servait de forme de punition supplémentaire, affaiblissant encore la population arménienne et contribuant à leur disparition. La faim et les maladies étaient des outils indirects mais efficaces utilisés pour hâter l'extermination des Arméniens. Le manque de nourriture et d'eau, combiné à la propagation de maladies comme le typhus et la dysenterie, causa la mort de nombreux déportés. Ces conditions furent souvent créées intentionnellement par les autorités ottomanes pour assurer l'élimination rapide de la population arménienne. L'impact du génocide arménien fut dévastateur à la fois à court et à long terme. À court terme,
L'élimination d'une population entière eut un effet profond sur la démographie, l'économie et la culture de l'Empire ottoman. Des familles entières furent détruites, des communautés démantelées et le patrimoine culturel arménien gravement endommagé. À long terme, le génocide laissa des cicatrices profondes dans la mémoire collective des Arméniens et contribua à la formation d'une diaspora mondiale. Les répercussions sociales et politiques du génocide se firent également sentir dans l'effondrement final de l'Empire ottoman et dans la formation de l'État turc moderne. De plus, le génocide posa un précédent pour les futurs actes de génocide au XXe siècle, servant d'avertissement sur les dangers de l'extrémisme ethnique et religieux. La réponse internationale au génocide fut limitée à l'époque. Bien qu'il y ait eu des témoignages et des dénonciations, la communauté internationale n'a pas pris de mesures efficaces pour arrêter les crimes. Cela était en partie dû à la distraction mondiale causée par la Première Guerre mondiale et au manque de volonté politique d'intervenir dans les affaires internes de l'Empire ottoman. Cependant, la reconnaissance du génocide a évolué avec le temps. Aujourd'hui, de nombreux pays et organisations reconnaissent le génocide arménien, bien que la Turquie, successeur de l'Empire ottoman, continue de nier que les événements de 1915 constituent un génocide. Ce désaccord a entraîné des tensions diplomatiques et a empêché une pleine reconnaissance et une réconciliation historique. Le génocide arménien est commémoré comme l'expression ultime de la brutalité et de la déshumanisation dans l'Empire ottoman. Cet événement illustre non seulement la capacité de l'Empire à mettre en œuvre des politiques d'extermination systématiques, mais aussi l'importance de la mémoire historique et la nécessité de reconnaître et d'apprendre de ces atrocités pour prévenir de futures tragédies humaines. L'héritage du génocide se reflète dans la lutte persistante des Arméniens pour la reconnaissance internationale et la justice. Les familles des victimes continuent de chercher une compensation et une reconnaissance, tandis que les survivants et leurs descendants s'efforcent de préserver la mémoire de leurs ancêtres et d'éduquer le monde sur les horreurs qu'ils ont subies. Conclusion. Tout au long de ses plus de 6 siècles d'existence, l'Empire ottoman s'est distingué par sa puissance militaire redoutable, ses réalisations culturelles remarquables et, malheureusement, par la mise en œuvre de méthodes de punition extrêmement sévères. Ces méthodes, telles que la décapitation, la falaka, les amputations et l'empalement, n'avaient pas seulement pour objectif de sanctionner les délinquants, mais servaient également à consolider l'autorité du sultan et à maintenir l'ordre social dans un empire vaste et culturellement diversifié. La centralisation du pouvoir sous le sultan, soutenue par une bureaucratie efficace, permit à l'Empire ottoman de gérer ces vastes territoires avec efficacité. Cependant, cette efficacité administrative s'accompagnait d'une rigidité et d'une sévérité dans l'administration de la justice qui contribuèrent à forger une réputation de brutalité. Des méthodes telles que la décapitation publique et la falaka infligeaient non seulement des punitions physiques aux individus, mais produisaient également un impact psychologique profond sur la société, agissant comme des dissuasifs visibles pour prévenir de futures révoltes. La pratique du devshirme, bien que n'étant pas une punition corporelle, illustre l'utilisation d'un contrôle coercitif pour maintenir la loyauté envers le sultan, complétant ainsi les méthodes de punition physique. Cette stratégie de recrutement forcé permit de créer une élite militaire et administrative loyale, réduisant les loyautés divisées et consolidant le pouvoir centralisé. Des événements tels que la répression des révoltes djellali et le génocide arménien montrent l'application extrême de la violence étatique pour éliminer les menaces et maintenir la stabilité impériale. Le génocide arménien, en particulier, représente le summum de cette brutalité, mettant en lumière les conséquences dévastatrices de l'intolérance et de l'extrémisme.